Bonjour et bienvenue chez Bric-à-Brac Universitaire. Aujourd'hui, dans la série La Formation, je vais vous parler de l'université, YouTube et tous les autres. L'université, c'est une vieille dame qui a 1000 ans. L'université ne tire pas son étymologie d'un principe d'universalité, même si le propos de la science et de la recherche est de poser et d'essayer de répondre à des questions selon un principe d'universalité. L'université, c'est la corporation des maîtres et des étudiants. Et évidemment, tout le monde peut comprendre que jusqu'à la révolution numérique de la fin du XXe siècle, le seul moyen pour les corporations d'échanger des connaissances de la formation avec les autres passait par le déplacement physique, puis par le courrier et enfin le téléphone. L'université, elle a 1000 lieux. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 17 000 universités dans le monde. L'Agence universitaire de la francophonie, qui est la plus grande association d'universités du monde, rassemble près de 800 universités. Alors évidemment, il y a de très fortes disparités entre les pays, entre les capitales et les autres villes d'un même pays. Des universités sont petites, grandes, etc. Mais toutes, en fait, produisent des enseignements et des savoirs. Et de plus en plus, toutes mettent en ligne, sur Internet, leurs enseignements et leurs savoirs. Le savoir est complètement dématérialisé. Il est accessible sur YouTube. Il est accessible sur Coursera, sur Khan Academy, etc. Je vais vous présenter un certain nombre de ces sites. YouTube, on estime que 50% des cours en ligne sont disponibles sous forme de petites vidéos sur YouTube. Ici, dans cet exemple, j'ai tapé le mot biodiversité dans la barre de recherche, et puis YouTube vous présente un certain nombre de vidéos, dont la première qui est présentée est probablement faite par une professeure d'un lycée français qui vous explique la biodiversité et son évolution. Coursera, qui est le plus gros site de cours en ligne, qui est un site américain, qui ici rassemble plus de 16 millions d'apprenants, en fait, propose 1500 cours. Alors ces cours sont en anglais, vous avez tout un tas de cours qui sont extrêmement populaires, et la plupart de ces cours, enfin un certain nombre de ces cours, sont réalisés par les plus grandes universités américaines comme Stanford. Aujourd'hui, on estime que 50% des apprenants inscrits sur Coursera ont moins de 18 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'ils suivent l'intégralité des cours, mais ça donne une idée de l'attrait de ce dispositif d'apprentissage par les jeunes générations. Sur Open Classroom, vous avez un dispositif qui vous permet de vous inscrire à un certain nombre de cours. En général, Open Classroom délivre pas mal de cours en français, et puis les cours sont, je dirais, généralement gratuits, et vous avez la possibilité d'obtenir des certificats de réussite de cours. Alors ces certificats sont parfois gratuits, parfois payants. Khan Academy, c'est une expérience extraordinaire qui est dédiée aux apprentissages premiers, c'est-à-dire plutôt aux enfants de l'école primaire. Vous pouvez apprendre les mathématiques, le français, les langues, l'anglais sur Khan Academy. C'est un système absolument, je dirais, remarquable qui s'est développé depuis le début des années 2000. Votre enfant a envie d'apprendre l'informatique, il n'est pas obligé d'attendre la deuxième année d'université pour apprendre les mathématiques. Codecademy permet aux enfants, dès l'âge de 12-13 ans, de commencer à s'intéresser au code et donc d'apprendre de manière très ludique à qu'est-ce que c'est que construire un petit programme en PHP, en Python. Enfin, Brillante et très brillant, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots, est un site qui est dédié à l'apprentissage des mathématiques, ouvert à partir de 13 ans jusqu'à tant que vous voulez, et vous permet de découvrir tous les aspects des mathématiques, l'algèbre, la géométrie, etc., de manière extrêmement ludique et extrêmement interactive, puisque Brillante, en fait, va vous proposer des programmes par courrier électronique, va vous permettre de discuter avec des communautés de gens qui travaillent sur les mathématiques. C'est un formidable outil pour apprendre les maths. Alors, le prof dans tout cela, le prof d'université, il reste spécialiste dans son domaine de recherche. A priori, il a le meilleur benchmark dans son domaine scientifique. Mais son savoir connexe, c'est-à-dire le savoir périphérique, les autres matières qu'il est obligé d'enseigner, il devient très difficile pour lui de suivre l'évolution des connaissances. On estime qu'aujourd'hui, la quantité de connaissances mises en ligne, fournies sur Internet, double tous les 18 mois. Alors, le prof, il doit s'appuyer sur des ressources numériques en ligne. Il est contraint aujourd'hui par l'évolution de ces outils. Et évidemment, ça va lui demander de faire évoluer sa façon d'enseigner, puisqu'il intègre de nouveaux outils, et aussi sa façon d'évaluer.
Alors, l'étudiant dans tout ça, l'étudiant, depuis les origines, les étudiants, ils construisent leurs connaissances, leurs compétences à l'aide de ce qui est transmis par le prof, mais aussi, et je dirais surtout de plus en plus, à travers ses propres lectures et ses propres expériences. Alors, Internet ne fait que multiplier, faciliter l'accès au savoir. Rendez-vous compte que en 30 ans, on est passé d'un accès au savoir qui passait par les bibliothèques, par les librairies, à aujourd'hui un accès instantané, immédiat, de millions de librairies accessibles en ligne. Internet permet également de développer des forums, des ateliers numériques, à l'aide desquels les étudiants peuvent multiplier l'acquisition des connaissances et des compétences par l'interaction entre pairs. C'est un outil formidable. Internet devrait être beaucoup plus utilisé par les étudiants qu'aujourd'hui sur cet outil d'entraide et de travail en réseau et en équipe. Pour moi, c'est un outil qui favorise l'autonomisation de l'individu. Je vous remercie de votre attention et vous pouvez retrouver les vidéos et d'autres informations sur www.universitaire.info.